Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine économique Éco-Débat, l'Afrique avance, ou pour reprendre le slogan des dirigeants de ces dernières années, l'Afrique émerge. Une émergence qui semble se ressentir au niveau des transports. On observe depuis quelque temps des initiatives tout azimut pour donner une nouvelle impulsion au secteur du transport. Développement des infrastructures routières, renouvellement du parc automobile, législation actualisée, intégration des TIC dans le contrôle routier, autant de chantiers entamés pour la modernisation des transports en Afrique. Et justement, avec nos invités du jour, on passe en revue toutes ces initiatives. Kwame Alain-Serge Kouadio, vous êtes consultant en développement. Merci d'être avec nous. Merci, M. Stéphane Soumaoro. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau de télévision. Et avec nous ici en studio, M. Sadia Zouzou, spécialiste en intelligence économique. Merci encore d'être avec nous. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci une fois de plus encore, Soumaoro, de nous avoir invités pour donner notre avis sur la question des transports en Afrique. Alors, votre avis justement nous intéresse quand on parle de développement, de modernisation des transports en Afrique ou modernisation des transports de manière générale. Pour vous, quels sont les préalables qu'il faut pour vraiment impulser ce développement? Merci, M. Soumaoro. Il faut dire que la question des transports en Afrique est une question qui est très pertinente, est une problématique qu'il faut suivre avec beaucoup plus de sérieux. D'autant plus que sans transport, il n'y a pas d'économie. Mais évidemment, pour que le secteur des transports soit modernisé, il y a forcément des préalables. Nous avons la question de la structuration des espaces de l'Interland. Vous savez, ce sont des espaces qui n'ont pas de débouchés maritimes, mais qui doivent prendre part au commerce international. Figurez-vous que la plupart des échanges commerciaux se font par voie maritime. Aujourd'hui, les statistiques montrent que 95% des échanges commerciaux passent par voie maritime. Et il est important pour ces États-là qui n'ont pas de débouchés maritimes, mais qui doivent prendre part à l'économie mondiale, de structurer leurs différents espaces, les espaces de l'Interland. Ça pourrait consister à créer des corridors autoroutiers entre différentes capitales de l'Interland, de sorte à ce qu'il y ait un commerce, un secteur de transport fluide et fluidifié. Deuxièmement, il y a la question de la modernisation de nos différents ports. Cette modernisation passe par la célérité des différentes opérations de manutention portuaire, et cette modernisation permettra de consolider la place de l'Afrique au niveau des échanges commerciaux, mais également de se projeter vers l'avenir. Il y a aussi la question de la structuration d'une véritable connexion entre les espaces portuaires et les territoires de l'Interland. Vous savez, quand des marchandises arrivent dans un espace donné, il faut assurer la desserte sur le continent. Mais cette desserte-là ne peut se faire que s'il y a un secteur de transport routier performant et un secteur de transport ferroviaire performant. Mais cette interconnectivité-là sera aussi possible par la création des ports secs. Ces ports secs qui seront des sortes de zones de tampons qui permettront de faire la liaison entre les pays de l'Interland et les zones portières, de sorte à ce que dans ces ports secs, on puisse avoir des zones industrialo-portuaires et qui permettront de pouvoir avoir des marchandises. Mais cette dynamique-là sera aussi possible par une question de volonté politique. Parce que cette volonté politique peut être purement et simplement affichée si et seulement s'il y a une véritable connexion entre les pays de l'Interland et les pays portuaires. Il y a aussi la question de la lutte contre l'informalité, la fraude dans la question des transports. Aujourd'hui, on assiste à une multiplicité des acteurs dans le secteur des transports, principalement au niveau des transports routiers, où il n'y a véritablement pas de tests réglementaires, de cadre statutaire qui permet de structurer un tel environnement. Hormis ça aussi, il faut régler la question du parking automobile qui est vieillissant, parce qu'on ne peut pas interconnecter l'Afrique, on ne peut pas moderniser un secteur de transport si et seulement si les véhicules ne sont pas neufs. Et ça passe par quoi? Ça passe par la création d'un groupement d'intérêt économique. Ce groupement d'intérêt économique là permettra de mettre tous les acteurs des secteurs de transport ensemble, et in fine, ils pourront créer des partenariats, nouer des partenariats avec des consortiums, des concessionnaires de véhicules, des banques, mais aussi de chercher des opérateurs mobiles, des opérateurs techniques visant à digitaliser les secteurs. Parce que de plus en plus, on assiste à une digitalisation du secteur des transports en Afrique. Et voici pêle-mêle les préalables qu'il faut mettre en place de sorte à ce que le secteur des transports en Afrique soit modernisé. Des préalables, on voit que vous vous accentuez beaucoup plus sur le transport des marchandises, en tout cas les grands circuits. Pour vous, quand on parle de modernisation du transport déjà au niveau urbain et autres, quels sont les préalables dans nos États pour moderniser ou pour impulser un développement de ces transports? Ok, donc je suis tout à fait d'accord avec mon collègue l'intervenant tout à l'heure lorsqu'il a parlé de la volonté politique.
Je pense que la première des choses d'abord, c'est la volonté politique. Et parce que, disons que dans le cadre de la mise en valeur des terroirs et des territoires après la colonisation, juste, je vais prendre la période de l'indépendance. Donc, il y a un certain nombre d'infrastructures qui ont été laissées sur place par les pays colonisateurs notamment. Donc, à partir de là, donc, chaque pays a eu la possibilité donc, d'élaborer des plans pour développer le transport. Alors donc, partant de cela, bien entendu, les développements que nous avons pu observer sont liés essentiellement au fait que, au niveau des moyens que chaque pays avait pour développer sa politique de transport. Alors lorsque vous me posez la question de la modernisation des transports, je vais dire que tous les pays africains ne sont pas logés à la même enseigne. La question de la modernisation des transports vue lorsqu'on est en Afrique, lorsqu'on est le Maghreb, est différente de la façon de voir cette question-là, cette problématique-là, lorsque nous sommes en Afrique de l'Ouest, en Afrique au sud du Sahara ou en Afrique du Sud. Donc, principalement en Afrique, il y a 3 principales zones et donc, qui n'ont pas les mêmes niveaux de développement. Alors donc, essentiellement, ce qui nous concerne ici, c'est l'Afrique au sud du Sahara. L'Afrique au sud du Sahara a une configuration qui est totalement différente, eu égard à certains facteurs. Du fait, par exemple, que les moyens de mobilité sont très très faibles. En Afrique de l'Ouest, par exemple, nous avons, disons, la mobilité plutôt motorisée est environ entre 33 et 40 véhicules pour 1000, alors qu'en Afrique, au Maghreb et en Afrique du Sud, ce taux tourne autour de 100 véhicules pour 1000 personnes, de façon générale. Mais je vais dire, quand on prend le taux de l'Union européenne, le taux de l'Union européenne tourne autour de 560 véhicules pour 1000. Donc je vais dire, les défis ne sont pas les mêmes et chaque pays essaie de s'organiser à sa façon. Mais quand on prend le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, je sais que nous savons tous très bien qu'après l'indépendance, et puis avec le boom qui a suivi le développement de la Côte d'Ivoire, à un certain moment, on parlait des miracles économiques au niveau de la Côte d'Ivoire. Effectivement, a permis à la Côte d'Ivoire de mettre un certain nombre d'infrastructures routières sur place pour développer le transport. Donc, votre question m'amène aussi à parler de la mobilité urbaine, parce que c'est de ça essentiellement qu'il est question. Il y a des voies d'échange entre les grandes villes et les grandes métropoles qui se trouvent, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, sur les côtes et les villes de l'Interland. Ben, je vais dire que la colonisation, pendant la colonisation, des compagnies de chemins de fer ont été construites. Là, le secours, ça n'a pas beaucoup évolué. Mais la grande question aujourd'hui dont vous parlez tout à l'heure, c'est la mobilité urbaine. Justement, on reviendra sur le chemin de fer que vous avez abordé. Okay. Mais sur la question de la mobilité urbaine, on voit beaucoup, surtout au Sénégal, en Côte d'Ivoire, des initiatives. On essaie vraiment de densifier le réseau routier. C'est un préalable aussi au développement du transport. Effectivement, c'est un préalable. Mais la question de la mobilité urbaine est plus pertinente pour plusieurs raisons. Il y a l'urbanisation galopante. Justement. Vous savez, en Afrique subsaharienne, on a un taux d'urbanisation qui est au-delà de la moyenne. Quand vous prenez par exemple l'exemple de la ville d'Abidjan, Abidjan abrite plus de 5 millions d'habitants, soit plus d'un cinquième des urbains du pays. Et quand tout le monde est concentré dans la capitale économique du fait de la présence du port, parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas le nier, un port est un puissant outil de structuration de l'espace et de création de l'emploi. Donc là où il y a un port, il y a une dynamique des activités, les espaces littoraux attirent les hommes. Mais lorsque vous êtes dans une telle configuration et dans un contexte où l'urbanisation a été mal gérée, l'urbanisation a eu des effets pervers, tels que les difficultés de logement, tels que les problèmes pour se déplacer. Et on voit que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place une politique qui est axée sur 2 axes. Premier axe, le développement des localités environnantes telles que Songon, Bingerville et Bassam, et pouvant permettre aux populations de résider dans ces zones et de venir travailler à Abidjan. Mais pour la question du déplacement, il se pose la problématique de la mobilité urbaine, raison pour laquelle l'État de Côte d'Ivoire a mis en place un secteur, une politique d'aménagement, une politique de route, une politique de pont. Mais aujourd'hui, moi je pense que ce sont des solutions qui sont substantielles parce que la création des routes, la création des ponts, ce sont des équipements, des infrastructures qui sont dévolus d'espace. Et puis c'est fonction d'un volume de population donné. Donc d'ici 15 ans, 20 ans, lorsque la population va croître à nouveau,
quels sont les espaces qui seront sollicités pour la création de routes, pour la création de ponts. Donc, il y a ces questions-là qu'il faut régler. Et c'est ce qui explique le fait qu'il y a une mobilité, il y a une politique de mobilité urbaine qui est mise en place et qui consiste à créer d'autres systèmes de transport, tels que les TER, tels que le métro, tels que l'accroissement du parc automobile, tels que l'apparition des VTC, des VTC dernièrement à Abidjan, dont on a connu une flambée. Donc, c'est autant de questions qu'il faut résoudre. Mais l'une des véritables solutions, c'est de revoir la politique d'urbanisation. Permettez-moi de rebondir. Pour revoir la politique d'urbanisation, il y a deux exemples qui me viennent en tête pendant que vous parlez. On voit le cas, par exemple, de Dakar avec la ville ou la cité de Diamniadio, oui, qui a été créée pour permettre de désengorger un peu Dakar. On voit un peu ce qui se passe au Caire. On vient de créer le nouveau Caire, cette ville pour vraiment essayer de... Effectivement, j'allais en venir. Le problème de notre urbanisation, c'est qu'on a décidé de tout concentrer à Abidjan. L'État de Côte d'Ivoire aurait dû simplement mettre en place, par exemple, Abidjan est la capitale économique. Peut-être San Pedro est la capitale agricole et Yamoussoukro est la capitale administrative. Ça ne fait pas un peu trop lourd? Non, ça ne fait pas un peu trop lourd. Pourquoi? Abidjan est saturé, il faut désengorger Abidjan. Aujourd'hui, quand vous prenez un fonctionnaire lambda, c'est au moins 5 personnes derrière. Donc, imaginez-vous si tous les ministères régaliens, les différents soutiens importants de l'État de Côte d'Ivoire sont décentralisés vers Yamoussoukro. Mais ça va permettre à Yamoussoukro de connaître une autre dynamique urbaine. Mais par conséquent, Yamoussoukro permettra de rééquilibrer l'ossature urbaine de la Côte d'Ivoire. Ainsi, on aura un véritable équilibre entre le nord, le centre et le sud du pays. Parce que tout est concentré à Abidjan. À Yamoussoukro, il y a de l'espace. Il suffit simplement d'une volonté politique de mettre en place des équipements et des infrastructures aux normes internationales, telles qu'un aéroport, tel que... La volonté politique, je crois qu'on vous a compris, mais si jamais on doit sortir de l'urbanisation et parler du transport, si le Caire a réussi, maintenant, si on doit parler du transport, avec le cas actuel de la Côte d'Ivoire, puisque c'est la Côte d'Ivoire dont vous parlez, si on doit parler de modernisation avec cette situation, comment impulser ce développement? Est-ce qu'on doit penser maintenant il y a le fameux métro justement qui a été lancé, il en est où à présent? Il en est où à ce moment? La question du métro a commencé à naître dans nos idées à partir de 2010. C'est en 2010 que l'idée est née. Et vous savez qu'en 2010, il y a eu une élection qui s'est soldée par une crise post-électorale. On ne va pas revenir sur les conséquences. Lorsque le président Ouattara a pris le trône, il a accédé à la magistrature suprême, les différentes tractations ont été lancées. On a connu différents atermoiements jusqu'à ce que le Premier ministre Amadou Gon soit Premier ministre et que la machine se relance. Mais le processus a été encore perturbé suite au décès du Premier ministre, aux élections législatives. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est venu aussi, il est décédé. Et ce n'est qu'après les élections législatives, là, après les élections présidentielles, qu'une sortie, je dirais, une possibilité de relance de ce projet a été trouvée, une issue favorable a été trouvée. Et je crois que maintenant, les travaux ont débuté. Je crois que les zones d'impact ont commencé à être déguerpies. Et je pense que d'ici 2023, la première ligne pourra être mise en service. Maintenant, en ce qui concerne le métro, il faut dire que c'est toujours une solution palliative qui permettra d'accroître la capacité de mobilité urbaine de la ville d'Abidjan, qui permettra aussi de lutter contre la pauvreté parce qu'elle va permettre de créer des emplois. Le métro, par exemple, va permettre de créer des emplois. Il y a aussi la réduction en matière de démission de CO2 parce que la norme aussi environnementale a été privilégiée. Alors justement, quand on parle du métro en Côte d'Ivoire, on a vu le cas de Dakar avec le TER. Oui. Alors, comparaison pour comparaison, ou je ne sais pas comment je vais me l'expliquer, le projet de Dakar est venu quand même après le métro d'Abidjan. Mais on voit que le train express de Dakar est opérationnel avant le métro. Vous parliez de volonté politique. Au-delà de la volonté politique, il y a aussi les moyens. Oui, mais permettez-moi, peut-être que vous allez me reposer peut-être encore la question, mais permettez-moi de rebondir sur ce qu'il a dit tout à l'heure concernant la mobilité urbaine. Il faut savoir que quand on prend ces indicateurs comme le taux d'urbanisation, il faut remarquer que le taux d'urbanisation en Afrique est de 4,5%. C'est le taux d'urbanisation le plus pertinent au monde. Je vais dire que l'un des plus élevés au monde. Enfin, pas l'un des plus, le taux d'urbanisation le plus élevé au monde. Déjà, donc, vous voyez déjà qu'au lendemain des indépendances, les États avaient créé des compagnies de transport pour aider à la fluidité, à la mobilité urbaine. Mais bien entendu, depuis un certain temps, quand même, il faut se rendre compte, Abidjan, pour prendre le cas d'Abidjan, c'est environ 5 millions d'habitants et c'est de plus en plus difficile
Donc la question de la mobilité urbaine se pose avec autant d'acuité que le 8e rapport de la Banque mondiale a décelé environ, a mis un accent sur la nécessité d'accroître la mobilité urbaine, parce qu'on estime qu'environ à Abidjan, pour la ville d'Abidjan, il y a environ 10 millions de déplacements à Abidjan. Et les populations dépensent environ 300 francs et je veux dire... c'est environ 30% de leur budget. Environ 30% de leur budget, 1200 milliards de francs CFA par an. Et puis en plus dans des véhicules vétustes, avec un système informel. Justement, parlant de véhicules vétustes, on a aussi cette initiative de renouvellement du parc automobile. Oui, dans le renouvellement du parc automobile, ça va me permettre, la question va me permettre de rebondir après sur la question que vous avez posée sur le TER. Donc je veux dire que la question du renouvellement du parc automobile, en ce qui concerne l'État de Côte d'Ivoire, est venue tout récemment. L'objectif, c'était 50 000 véhicules aujourd'hui, parce qu'il faut dire une chose, c'est que dû peut-être aux effets conjugués des crises que nous avons connues depuis 2002, le parc automobile en Côte d'Ivoire est le plus vieux parc automobile en Afrique de l'Ouest. Je veux dire, nous parlons beaucoup d'automobiles parce qu'on estime qu'environ la mobilité urbaine, malheureusement en Afrique, c'est une mobilité purement terrestre. Et les autres voies, par exemple, comme les voies de surface, telles que les voies d'eau, par exemple, dans les cas spécifiques de Lagos ou Abidjan, sont quand même utilisées rarement. Alors donc, je vais dire que ce sont des données qui sont très importantes. Ils font que le faible moyen à la disposition des populations ne permet pas à ces populations de se déplacer aisément. Du fait que c'est ce qui fait que sur le marché de la mobilité urbaine aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des véhicules banalisés. Par exemple, qu'on appelle le Woro Woro, et en Côte d'Ivoire, c'est le Woro Woro, dans d'autres pays, c'est l'autre nom. Il y a les émigrants. Voilà, nous avons aussi les moyens de mobilité aussi motorisés à 2 roues. Les villes les plus emblématiques, c'est Ouagadougou. Mais même à Bouaké. Oui, Bouaké, ça c'est très récent ça. Mais il y a Ouagadougou, il y a le Bénin avec les émigrants, il y a Douala avec la Bensiki, etc. Donc de plus en plus, c'est cela. Mais pourquoi est-ce que la plupart des populations aussi vont vers ces moyens-là? Parce que effectivement, on voit que le taux d'équipement en matière de véhicules est très très faible et c'est difficile pour les populations d'avoir accès aux véhicules. Mais n'oublions pas aussi la mobilité pédestre. On estime que dans les villes africaines, environ 50 à 80% des personnes qui se déplacent ont recours à la mobilité pédestre parce qu'ils n'ont pas les possibilités de pouvoir se déplacer. Donc, la solution qu'il faut donc dans ce genre de situation-là, ce sont les moyens de transport, les moyens de transport massifs, comme les trains ou bien aussi le nouveau système qui est né en Amérique latine, les BRT, les Bus Rapid Transport, dont l'un des projets a été programmé ici au niveau de la Côte d'Ivoire. Il s'agit donc dans le BRT de créer un couloir de transport de bus, pour le cas de la Côte d'Ivoire, depuis Songon jusqu'à Bégerville. Donc c'est un couloir spécialement qui est réservé aux bus. Donc autant de moyens qui sont à la disposition des populations. Alors maintenant, ça vous me permet de revenir maintenant à la question que vous avez posée sur le TER, etc. Bon, le TER est un moyen, le train express régional est un moyen, tout comme le TGV qui a été créé par le Nigeria entre Kaduna et Abuja, ainsi aussi avec le métro de Côte d'Ivoire qui, mon collègue l'a dit tout à l'heure, a mis du temps pour démarrer. Je pense que les coûts d'impact, selon ce que je sais, ont augmenté au fur et à mesure du temps. C'est ce qui a très certainement dû retarder l'exécution de ces travaux. Mais je veux dire qu'il y a d'autres solutions novatrices quand même qu'il faut saluer ici en Afrique de l'Ouest. Il y a la coopération sud-sud entre l'Afrique du Sud et le Ghana qui a permis de créer le train aérien, ce qu'on appelle le Accra Skytrain, qui est un train aérien dont l'objectif est d'aider à faciliter la mobilité urbaine au niveau de la ville d'Accra, donc qui est l'une des villes où la mobilité aussi est moins aisée. Alors donc, voici véritablement la question que je peux dire. Si vous voulez qu'on fasse une comparaison entre le TER et puis
Non, pas de comparaison. Je pense que vous avez été assez Voilà, explicite sur ce point-là. Et puis, un autre secteur qui semble bouger aussi, c'est un peu l'utilisation des TIC dans le contrôle routier. On a vu en Côte d'Ivoire, on le voit au Sénégal, on le voit au Nigeria. Cette vidéo-verbalisation qui entre maintenant en vigueur au niveau de l'Afrique de l'Ouest, je pense qu'il existe déjà depuis bien longtemps sous d'autres cieux. Comment vous accueillez cette initiative? Moi, je pense que c'est à saluer parce que nous sommes en train d'évoluer dans la technologie et avec l'avènement d'Internet, le développement des TIC, les technologies de l'information et de la communication, on assiste à une digitalisation de l'ensemble des secteurs d'activité économique. Et le secteur des transports n'est pas épargné. Et je pense que d'ici les années à venir, les activités de transport traditionnelles, si elles ne s'y acclimatent pas, si elles ne s'y adaptent pas, mais vont disparaître. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à une émergence des VTC. Mais aujourd'hui, les VTC sont des avantages, je dirais, qui sont imbattables. Parce qu'elles permettent de lutter contre les files d'attente interminables dans les gares routières. Et les VTC permettent de désengorger les gares routières. Depuis votre position, votre immeuble ou bien votre domicile, vous avez un téléphone géolocalisé, vous faites une commande, on vous dépose, c'est moins sécurisé, les véhicules sont encore neufs. Donc voici quelques avantages liés à la digitalisation du secteur de transport. Et je pense que cette digitalisation est en train de toucher tous les autres secteurs d'activité économique. Et je pense que c'est à saluer. Et un autre avantage, si vous me permettez, parce que le fait que il y ait la vidéo-verbalisation où les transactions ne se font plus d'homme à homme, est-ce que quelque part, ça ne lutte pas aussi contre la corruption, ça ne permet pas au secteur du transport de s'affirmer véritablement? Bien, moi, ce que je peux dire, c'est que la vidéo-verbalisation entraîne plusieurs enjeux. Il y a des enjeux économiques. L'un des enjeux servirait d'abord, dans un premier temps, à faire en sorte à développer le civisme sur toutes les routes au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Et non seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique, parce que Midi-TV est une chaîne africaine aussi, donc ce sont les pays africains qui sont concernés par cela. Ça, c'est le premier enjeu. Il y a l'enjeu économique. L'enjeu économique, c'est d'aider, évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure, à sécuriser les recettes de l'État. Et l'étroisième enjeu qui n'est pas très souvent mis en avant, c'est un enjeu d'ordre sécuritaire. Nous sommes aujourd'hui entrés dans l'économie numérique, c'est la nouvelle ère économique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et l'utilisation des caméras pour la vidéo-verbalisation de façon officielle dans les pays a pour objectif, bien entendu, de réguler la circulation et de favoriser la mobilité urbaine. Mais l'un des enjeux cachés, ce sont les enjeux sécuritaires parce que, véritablement, à partir des routes, l'État peut anticiper sur certaines situations qui pourraient peut-être, à mon avis, mettre en danger aussi la sûreté et la sécurité d'un État. Alors, M. Kwame, je me retourne vers vous. L'expérience par rail, si je peux le dire, le transport ferroviaire. On a vu qu'on a connu un boom au début des années 60 pour le transport des marchandises et autres. De nos jours, c'est carrément le statu quo, pas d'évolution. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il faut dire que le transport ferroviaire, le dynamisme du secteur d'activité, le secteur des transports est fonction des réalités géographiques. Parce que quand vous prenez par exemple l'exemple des pays d'Afrique centrale, la plupart n'ont pas de débouchés maritimes. Donc dans ce type de pays-là, les transports ferroviaires sont très développés. Et je crois que c'est un secteur dans lequel Bolloré Africa Logistique a réalisé de très grands chiffres d'affaires. Mais quand on prend par exemple les autres zones qui disposent de ports, qui ont un accès au littoral, dans ces zones-là, les transports routiers ont commencé à concurrencer le transport ferroviaire. Aujourd'hui, les gens préfèrent plus prendre les marchandises par voie routière depuis la Côte d'Ivoire jusqu'au Ghana, Côte d'Ivoire, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina, à cause de la qualité du réseau routier. Parce que les études montrent que l'entretien du réseau ferroviaire revient encore plus cher, alors que certains secteurs, principalement entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, Côte d'Ivoire, Mali, qui a connu une véritable récession du fait de la crise sociopolitique de 2002. Donc, il y a eu une décennie où il n'y a pas eu d'investissement en tant que tel, il n'y a pas eu d'entretien en tant que tel. Donc, les autorités tactiques ou bien les autorités en charge de ces questions se sont plutôt tournées vers d'autres secteurs d'activité. Ce qui a amené les usagers, principalement du fait de la concurrence entre secteur routier et secteur ferroviaire, à se tourner vers le secteur routier. Mais dans les zones de l'Afrique centrale, le secteur des transports ferroviaires a connu un boom parce que plusieurs pays de l'Afrique centrale n'ont pas de débouchés maritimes. Donc quand les marchandises arrivent, la meilleure façon d'interconnecter ce secteur, principalement, surtout avec la containerisation, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer à un système de containerisation des ports. Les containers sont des boîtes métalliques qui permettent de transporter des marchandises en quantité
de façon sûre et rapide. Aujourd'hui, nous ne sommes pas censés ignorer que 95% des échanges commerciaux se font par voie maritime. Donc, lorsque les conteneurs arrivent, il est plus aisé de les transporter par voie ferroviaire parce qu'on les dépose directement sur les wagons et puis on achemine pour la desserte. Ouais, moi, ce que je peux dire, c'est, je rebondis sur la question, c'est que les compagnies de chemin de fer, à l'origine, leur objectif, c'était d'ouvrir je veux dire, les possibilités sur les territoires de l'intérieur du continent pour permettre l'évacuation des matières premières sur les différents ports. Malheureusement, je veux dire qu'il y a eu des problèmes de gestion dans les années 90 qui a amené les institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale, à faire en sorte que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international a imposé des programmes d'ajustement structurel à des pays africains. Donc certaines entreprises étatiques notamment, parce que les compagnies de chemin de fer étaient en majorité des compagnies étatiques. Donc ces compagnies étatiques-là ont été soumises à un programme de privatisation et qui a fait... L'objectif de départ au niveau de la privatisation, c'était de faire en sorte que ces entreprises puissent être vendues au privé et de sorte que des investissements soient faits et de pouvoir faire en sorte que ces entreprises soient rentables. Mais malheureusement, lorsque ces entreprises ont été rachetées, parfois même au franc symbolique, les investissements espérés n'ont pas pu être faits. N'ont pas pu être faits. Et c'est ce qui est arrivé avec le cas de Bolloré. Cette situation a permis à Bolloré, par exemple, de racheter pour un franc symbolique la plupart des compagnies de chemin de fer en Afrique. Et les investissements qui devaient suivre ne l'ont pas été. C'est l'importance du train. Par exemple, nous autres, nous avons eu la chance quand même de voyager par train lorsque nous étions encore plus jeunes et nous étions à l'école dans la zone du Nord et de là, on devait venir dans le Sud ici. On utilisait généralement le train. Mais les investissements qui devaient être faits ne l'ont pas été. Et je pense que les États aussi n'ont pas été regardants lorsqu'il y a eu, la privatisation. Aujourd'hui, malheureusement, il faut remarquer beaucoup, que ce soit dans les pays francophones ou dans les pays anglophones, en ce qui concerne particulièrement l'Afrique de l'Ouest, je pense que l'innovation et ces investissements massifs qui étaient attendus pour booster le transport ferroviaire ne l'a pas été. Aujourd'hui, je vais vous dire malheureusement, bien entendu, ceux qui ont racheté ces entreprises, maintenant, ont d'autres objectifs, ce sont des objectifs de rentabilité. Maintenant, qu'est-ce qui est visé maintenant? Ce qui est visé maintenant, ce n'est plus le transport des voyageurs, comme par le passé, c'est le transport des minerais. Par exemple, je veux dire, le cas de la Côte d'Ivoire entre Abidjan, Ouagadougou directement à la mine de Tambao pour évacuer le clinker, ici qui sert à la fabrication du ciment, par exemple. C'est la même chose en Guinée aujourd'hui. Depuis le Mont Claude jusqu'au port de Saint-Pédro. Donc je veux dire que moi, ça ne m'étonne pas parce que lorsque vous offrez un service public tel que par exemple les compagnies ferroviaires à un privé, le privé cherche à rentabiliser au maximum ses investissements. Effectivement, c'est pas la même chose. Cherche à rentabiliser. On voit que ce débat encore suscite beaucoup de passion. La modernisation des transports en Afrique, c'est un sujet clé, un sujet capital en tout cas pour le développement de nos économies. Merci encore, monsieur, pour vos contributions. Kwame Alinser, je rappelle que vous êtes consultant en développement. Monsieur Sadia Zouzou, spécialiste en intelligence économique. Merci pour vos contributions. La modernisation des transports en Afrique de l'Ouest, c'était le thème de votre magazine Éco-Débat. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission. Agréable suite au programme sur nos antennes.